Procès du putsch manqué de 2015 au Burkina, le présumé cerveau reste constant sur ses déclarations. Au deuxième jour de comparution, le général Gilbert Diendéré soutient qu'il n'est pas lié à ce coup d'État. Présidentielle en République démocratique du Congo, premier meeting d'Emmanuel Ramazani Shadari ce lundi. C'est à Lubumbashi que le candidat pro-Kabila est allé à la conquête des électeurs. Au même moment, Félix Tshisekedi de l'UDPS a ouvert le bal à Kinshasa. Voilà pour les titres de ce 20h. Bonsoir et bienvenue sur Truth TV. Ouvrons ce journal avec le procès du putsch manqué de septembre 2015, deuxième jour de comparution pour le général Gilbert Diendéré. Le présumé cerveau reste dans sa logique. Il n'était ni de près ni de loin lié à ce coup d'État. Le résumé de l'audience avec Jonas Bassana-Bazier. Pour l'essentiel, Gilbert Diendéré maintient sa position, celle de n'avoir pas commandé ni exécuté le coup d'État. Il explique d'ailleurs que c'est au cours de ce procès qu'il comprendra certains détails des événements pour lesquels il est présumé être le cerveau. Pour une fois de plus, le général Zida est plusieurs fois cité dans les explications du Diendéré, qui estime que ce sont les agissements de l'ancien Premier ministre qui ont révolté les hommes de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. L'agenda du général est clair le 16 septembre, premier jour du putsch. C'est un message d'un de ses subalternes qui l'informe de la situation et lui demande de rallier le camp Nabakom, la base du RSP. Après évaluation de la situation sur place, le général explique qu'il a passé plusieurs coups de fil au chef d'état-major général des armées, qui n'a pas répondu à ses appels. Il va rejoindre ensuite le comité de crise au ministère de la Défense. Diendéré explique même qu'il a demandé au chef d'état-major d'assurer l'intérim du pouvoir au regard de la vacance qui se faisait constater. Pour l'essentiel, le général explique que la déclaration lue par le colonel Bamba n'est pas le fruit de l'esprit des seuls hommes du RSP. Bien au contraire, le texte lu à la télévision nationale a été corrigé et validé par la hiérarchie militaire et même par l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, selon Diendéré. Le président a suspendu l'audience qui reprend mercredi 28 novembre. Le président du tribunal a accédé par ailleurs à la requête de Faisal Nanémon en lui accordant la liberté provisoire. Ouagadougou abrite ce mercredi le premier salon de l'élevage. Et en prélude à cet événement, les acteurs du monde de l'élevage ont organisé un colloque ce mardi 27 novembre. C'était au pavillon Arc-en-Ciel au Siaou, une rencontre au cours de laquelle les participants ont échangé sur les enjeux réels du salon avec en toile de fond les opportunités pour une meilleure promotion du secteur. Maxime Jean-Eudes Bambara. Avec une contribution estimée à 18% au produit intérieur brut et 26% aux recettes d'exportation, l'élevage est considéré comme l'un des secteurs les plus importants de l'économie burkinabé. Et selon le secrétaire général du ministère des Ressources animales et halieutiques, la contribution de ce secteur dans l'économie burkinabé peut nettement s'améliorer pour peu que les différents acteurs parlent le même langage. Et c'est tout l'intérêt de ce colloque d'ouverture de la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso, dont le thème porte sur la place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale. Nous attendons vraiment une participation franche parce que ce colloque réunit des gens de divers horizons. Comme l'a dit le premier présentateur, on a des chercheurs, on a des gens du monde du développement, on a des producteurs. Nous n'avons pas forcément les mêmes préoccupations et je pense que malgré tout, si nous nous parlons, nous pouvons arriver à nous comprendre. Présent à ce colloque, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, parrain de la première édition de ce salon, dit être venu avec une importante délégation pour partager avec le Burkina Faso le savoir-faire ivoirien en matière de pisciculture. Nous allons vous faire voir des poissons en miniature, mais vivants, dans leur milieu, même si c'est superficiel, mais dans leur milieu naturel, où vous allez les voir, comment on va les nourrir, comment on fait la production d'alevins, puisque dans ce domaine aussi, nous sommes engagés avec
le Burkina Faso pour faire en sorte que la pisciculture soit une réalité dans ce pays. Faire du salon de l'élevage du Burkina Faso est rendez-vous de référence du donner et du recevoir dans la sous-région et dans le monde, mais aussi une vitrine de l'élevage du Burkina Faso. C'est le souhait du premier responsable de ce secteur. Aujourd'hui, le salon, en tout cas, il est une réalité, je crois bien. Vous serez les témoins. Et je pense que tous les acteurs vont reconnaître ce qu'ils doivent faire et faire en sorte qu'effectivement nous puissions arriver à une véritable promotion de notre secteur et aussi que notre secteur puisse être boosté à travers les rencontres que nous allons avoir, à travers les échanges et les partages d'expériences que nous allons en tout cas avoir tout au long des 5 jours. Donc pour moi, c'est à peu près une satisfaction, mais j'attends le dernier jour pour vous dire si je suis vraiment satisfait ou pas. Mais Dieu merci, je crois que ça ira. Les effectifs du cheptel au Burkina Faso sont estimés à près de 9,7 millions de bovins, plus de 10 millions d'ovins, plus de 15 millions de caprins et 2 millions de porcins, plus de 46 millions de volailles et près de 26 000 tonnes de poissons produits en 2017. Ce qui fait dire au ministre burkinabé en charge de ce secteur que l'élevage constitue un puissant levier de lutte contre la pauvreté, en ce qu'il permet aux ménages, même les plus vulnérables, d'accéder à des ressources monétaires substantielles. Et avant d'assister à ce colloque, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a été reçu en audience par le président du Faso. Il est le parrain de la première édition du Salon de l'élevage au Burkina. Kwasi Adjoumani s'est dit honoré du choix porté sur son pays pour parrainer cette première édition. Écoutons le ministre ivoirien à sa sortie d'audience. Je suis venu ici dans le cadre du Salon de l'élevage du Burkina Faso sur invitation de mon collègue et du gouvernement du Burkina qui ont bien voulu faire honneur à la Côte d'Ivoire en acceptant que le parrainage soit fait par ma modeste personne. Nous avons une coopération dans plusieurs domaines d'activité concernant l'élevage et les ressources halieutiques. Ce sont des milliers d'animaux qui sont convoyés en Côte d'Ivoire pour la consommation humaine. Il en est de même aussi des échanges que nous faisons dans le domaine halieutique où nous avons fait parvenir des alevins en vue de soutenir la pisciculture au niveau du Burkina Faso. Les 30 novembre et 1er décembre prochains se tiendra à Ouagadougou la 7e édition de la conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'OCI. L'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, cette édition se penche sur les enjeux, défis et perspectives de l'autonomisation de la femme dont les États membres de l'organisation. Sylvie Thiam-Touré. Le Burkina Faso accueillera la 7e session de la conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Une instance où experts et ministres travailleront à rendre autonomes les femmes des 57 États membres de l'OCI. Les 2 jours seront marqués par l'adoption de résolutions et de recommandations et surtout par des réunions. La session offrira l'opportunité aux États membres ainsi qu'aux institutions partenaires de discuter des avancées sur les questions de l'autonomisation de la femme, de la mise en œuvre du plan d'action de l'OCI sur la promotion de la femme et des politiques de genre dans les États membres de l'OCI. En outre, les participants identifieront les principaux obstacles et challenges auxquels sont confrontées les femmes dans les États membres et partageront leur expérience en vue de formuler des recommandations spécifiques sur la mise en œuvre du plan d'action OCI pour la promotion de la femme. Aussi, la mise en œuvre des recommandations de la 6e conférence ministérielle tenue à Istanbul sera examinée pays par pays avec le programme d'action décennal de l'OCI qui priorise l'autonomisation de la femme. Les pays membres de l'organisation ont réalisé des progrès significatifs, à en croire la ministre. Près de 10 ans après l'adoption du premier plan d'action de l'OCI pour la promotion de la femme au Caire, les États membres ont créé un environnement juridique et institutionnel favorable à la reconnaissance des droits fondamentaux de la femme.
Dans le domaine de l'éducation, les pays membres ont fait un bond quantitatif en matière d'accès des filles à l'enseignement primaire. À l'exemple du Burkina Faso, où le taux de scolarisation au primaire se situe à 86,4% pour les filles et 85,9% pour les garçons. Cependant, d'énormes défis restent à relever, a indiqué Laurence Marchalil Boudou, au vu des inégalités de genre, les préjugés et les violences faites aux femmes qui freinent le développement économique et social des États. La tenue d'une telle conférence est une première en Afrique noire et le choix du Burkina Faso pour l'abriter réside dans la qualité de sa contribution à la question de l'autonomisation de la femme. Autonomisation des femmes toujours, cette fois à travers le développement de la filière Carité, engagée par le cadre intégré renforcé depuis 2016. Cet appui prend fin en 2019 et les partenaires techniques et financiers ont fait un tour à Cosméline, une unité de transformation du Carité basée à Tanguy-Ndassuri pour mesurer l'impact de leur soutien à l'interprofessionnel table filière Carité. Sylvie Thiamtouré. Après la visite de l'interprofessionnel du sésame et de l'usine de transformation de mangue et de noix de cajou, le cap a été mis le vendredi 23 novembre sur Tanguy-Ndassuri. Là, les partenaires techniques et financiers regroupés au sein du cadre intégré renforcé ont visité Cosméline, une unité de production et de transformation du Carité. Une visite qui a été l'occasion pour l'interprofessionnel table filière Carité de revenir sur le soutien apporté par le CIR. À mi-chemin, nous pouvons déjà dire que nous sommes déjà satisfaits des accompagnements qu'on a eus jusque-là. Par exemple, à l'heure actuelle, on a un dossier brûlant qui concerne par exemple la mise en place de sociétés coopératives parce que les groupements doivent quitter la loi 14 pour aller à une nouvelle loi qu'on appelle l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. Et donc, grâce à ce projet également, nous avons déjà pu bénéficier d'appui en termes de formation sur la loi, mais les acteurs aussi ont été dotés en projet de statut et de règlement intérieur et le projet les accompagne à tenir les assemblées générales constitutives pour se conformer à cette nouvelle loi. Un appui qui pourrait s'accroître avec le Luxembourg qui, après la visite, a montré son intérêt pour cette filière. On vient de voir les différentes étapes de la transformation de la noix jusqu'au beurre de karité. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, même au niveau de la mécanique, qu'on peut améliorer. Vraiment aussi améliorer le travail des femmes ici est très lourd. On peut améliorer ça. On peut créer de la valeur, on peut créer de la richesse, donc à ce que l'association puisse s'agrandir et créer encore davantage d'emplois. Dans cette unité de transformation, le soutien du CIR a surtout été la formation des membres de l'association Ragoussi, composée pour la plupart de femmes qui collectent, trient et travaillent aussi à la transformation du karité en beurre et en savon. Pour ses partenaires, l'important c'est que l'ensemble des programmes change la vie des populations en termes de création d'emplois, de revenus, de perspectives pour les familles et les communautés. Le cadre intervient dans les pays les moins avancés d'Afrique, des Caraïbes, de l'Asie et du Pacifique. L'organisation non gouvernementale Medicus Mundi Andalusia a fait un don de matériel ce mardi 27 novembre à Ouagadougou à la direction régionale de l'action sociale. 3 structures du service départemental du ministère de la Femme, de la Solidarité et de la Famille sont concernées. Ce geste de Medicus Mundi vise à soutenir le ministère en question ainsi que les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes. Sanata Siré avec la voix de Sylvie Thiamtouré. Un don de motos, de matériel de bureau, des imprimantes et des armoires à 3 services départementaux du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Le geste est de l'ONG Medicus Mundi Burkina. Selon les donateurs, ce don s'inscrit dans le domaine d'intervention de l'ONG. Ce don est
appartient dans le cadre d'un projet de lutte contre la violence basée sur les gens, et que ce projet a beaucoup de volets, beaucoup de contenu. Et là, le contenu, ça a été appuyé certains services, comme le centre de prise en charge des femmes victimes de l'action sociale du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille. En même temps, les services d'action sociale qui sont basés à Tampuy et à Paris. C'est un petit peu dans le cas de ça, mais il y a des autres actions qu'on mène avec le ministère de l'action sociale. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. De leur avis, ce don vient renforcer les capacités opérationnelles du ministère en charge de la promotion de la femme dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Disons que c'est vraiment une joie immense qui nous anime aujourd'hui de recevoir du matériel qui vient renforcer les capacités d'intervention des structures du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la famille dans la région du centre. Donc il y a eu 3 bénéficiaires. Le service départemental de la femme, de la Solidarité nationale de la famille de Paris, le service d'arrondissement de la femme, de la Solidarité nationale de la famille de Signe-Nord et le centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. 6 800 000 francs CFA, c'est le coût estimé de ce don de matériel remis ce 27 novembre. Notons que l'ONG Medicus Mundi est une ONG espagnole non gouvernementale qui intervient dans les domaines de la santé publique et d'action sociale au Burkina Faso. Actualité hors du Burkina à présent, à Maïdougouri au Nigeria, les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour 4 agriculteurs tués lors d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Ces agriculteurs travaillaient dans leurs champs près de Jidari Polo quand ils ont été attaqués par des dizaines d'islamistes. Des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont tué 4 agriculteurs près de Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria, selon certains témoins lundi. Des dizaines d'islamistes armés ont attaqué lundi un groupe d'agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs près de Jidari Polo, a témoigné l'un d'eux. Cet homme âgé de 75 ans a été épargné par les djihadistes qui lui ont remis un message à transmettre aux militaires déployés dans la région, les mettant en garde contre une attaque imminente de leur position. Un autre agriculteur, Abba Mohamed, qui a échappé aux djihadistes, a confirmé l'attaque, de même que la responsable d'une milice gouvernementale de Maïdougouri. Boko Haram a intensifié ses attaques contre les agriculteurs et les bûcherons qu'ils accusent de relayer à l'armée des informations sur les mouvements des djihadistes. L'armée nigériane subit également des pertes de plus en plus importantes face aux djihadistes qui multiplient ces derniers mois les attaques de bases militaires dans le nord du Nigeria. Depuis juillet, au moins 17 attaques contre les bases militaires ont été enregistrées, quasiment toutes situées dans la région du pourtour du lac Tchad. Au moins 44 soldats ont ainsi été tués la semaine dernière à Metele, selon des sources de sécurité, apportant un nouveau démenti aux affirmations des autorités selon lesquelles les combattants de Boko Haram sont techniquement vaincus. Plus de 27 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009 et 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Élection en République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat pro Kabila à la présidentielle, a tenu son premier rassemblement électoral à Lubumbashi ce lundi. Les habitants de ce pays d'Afrique centrale enclin au conflit se rendront aux urnes le 23 décembre prochain pour élire un successeur au président de longue date, Joseph Kabila. J'ai été choisi candidat à l'élection présidentielle par le président Joseph Kabila, un Katangais. En République démocratique du Congo toujours, le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi est rentré mardi à Kinshasa pour lancer sa campagne avec son allié Vital Kamerhe. Il a promis la victoire de leur ticket à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain.
Le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi est rentré mardi à Kinshasa pour lancer sa campagne avec son allié Vital Kamerhe en promettant la victoire de leur ticket à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo. Nous irons avec le peuple et nous allons gagner, a déclaré Tshisekedi aux côtés de Kamerhe, son directeur de campagne, à leur descente d'un vol régulier en provenance d'Addis Abeba. Les militants de l'UDPC de Tshisekedi et de l'UNC de Kamerhe les attendaient par centaines, voire par milliers à la sortie de l'aéroport de Ndjili. Les deux hommes ont scellé une coalition vendredi à Nairobi avec un accord sur le partage des postes en cas de victoire. Félix Tshisekedi président, Vital Kamerhe premier ministre. Le 12 novembre, il s'était retiré au bout de 24 heures d'un accord entre 7 opposants conclu à Genève et qui désignait Martin Fayoulou candidat unique de l'opposition. Après l'échec d'une union de l'opposition, Tshisekedi est l'un des 3 principaux candidats à l'élection présidentielle du mois prochain avec Martin Fayoulou, soutenu par les opposants Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et le dauphin désigné du président Kabila Emmanuel Ramazani Shadari. Violence post-électorale au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le principal dirigeant d'opposition, nie toute implication dans les affrontements qui ont eu lieu le 1er août dernier après l'annonce de la victoire d'Emerson Mnangagwa à la présidentielle. Regardez. Le principal dirigeant d'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a nié lundi toute implication dans les violences post-électorales du 1er août dernier, après l'annonce de la victoire d'Emerson Mnangagwa à la présidentielle. Interrogé par une commission d'enquête sur les événements, Nelson Chamisa, qui dirige le mouvement pour le changement démocratique MDC, a nié que les victimes aient été attaquées par ses partisans. Il a également rappelé que son parti avait souvent été dans le passé victime de la violence d'État. Aussi mauvaise qu'apparaît la situation où nous avons perdu des vies innocentes, nous devons également comprendre que ça a mis en évidence le problème fondamental, que notre nation est brisée, que notre politique est corrompue, que la violence est au centre de notre politique. La violence ne fait clairement pas partie de notre ADN. Mes mains sont propres, ma conscience est claire, mon cœur est pur, a-t-il assuré. Nelson Chamisa a assuré également que les membres du MDC qui avaient été arrêtés ce jour-là n'avaient pas participé aux manifestations, mais s'efforçaient plutôt de compiler les résultats du vote du 30 juillet dernier. Nous n'avons pas d'armes. La seule arme à notre possession est la Constitution. La Constitution est notre arme, c'est pourquoi nous allons toujours dans les instances constitutionnelles pour essayer d'accommoder et traiter nos problèmes. Mes mains sont propres, ma conscience est claire. Mes résolutions sont indéfectibles, mon cœur est pur. Ces mains que vous voyez n'ont jamais versé de sang. Il a réaffirmé qu'il était convaincu d'avoir largement remporté l'élection et a demandé la comparution du président Mnangagwa devant la commission pour l'interroger sur la décision de déployer des militaires dans la rue. La commission instituée par le président Mnangagwa a 3 mois pour lui rendre ses conclusions. Emerson Mnangagwa a succédé à Robert Mugabe qui a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans et qui a été contraint à la démission sous la pression de l'armée, de son parti et de la rue. L'actuel président du Zimbabwe était son ancien bras droit avant d'être limogé du poste de vice-président en octobre 2017, une décision qui avait finalement précipité la chute du plus vieux chef d'État en exercice au monde. Une centaine de Tunisiens manifestent contre la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Le prince est attendu mardi à Tunis dans le cadre de sa première tournée à l'étranger, tournée depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Une centaine de Tunisiens ont manifesté lundi soir contre la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, attendu mardi à Tunis dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas accepter une telle personne qui ne croit ni aux droits des femmes, ni aux droits de la liberté d'expression, qui ne croit à rien. Donc on ne peut pas y accueillir ici en Tunisie.
La TFD est une association qui se base sur la valeur de solidarité avec les féministes dans le monde entier et dans la monde arabe en premier. Donc nous sommes ici pour dire aussi que nous sommes solidaires avec les 7 femmes défenseurs des droits des femmes qui sont incarcérées actuellement. Nous sommes contre les coups de fouet, nous sommes contre l'État religieux et l'État wahhabite que vulgarise et qu'incarne le système saoudien. Jamal Khashoggi, éditorialiste saoudien critique du pouvoir, a été tué et démembré le 2 octobre au consulat de son pays à Istanbul, un meurtre qui a terni l'image de l'Arabie saoudite, notamment celle du prince héritier accusé par la presse et des responsables turcs d'avoir donné l'ordre de l'assassiner. Mohamed Ben Salman, qui s'est rendu aux Émirats arabes unis puis à Bahreïn, est attendu ce mardi à Tunis selon la présidence tunisienne. Sa visite sera la première d'un membre de la famille royale depuis la révolution de 2011 en Tunisie, qui a chassé au pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, réfugié depuis en Arabie saoudite. Environ une centaine de personnes ont manifesté lundi soir dans le centre de Tunis à l'appel du CNJT, de la TFD et d'une dizaine d'organisations brandissant des banderoles où l'on pouvait lire Ben Salman, criminel de guerre, ou encore bourreau d'enfants, tandis qu'un clown imitant Mohamed Ben Salman sortait des membres ensanglantés d'une valise. Les autorités tunisiennes entretiennent de bonnes relations avec Riyad. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, tout en condamnant l'assassinat de Jamel Khashoggi, avait souligné que cela ne doit pas être une raison pour s'attaquer à la stabilité du royaume. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur True TV.